Le gouvernement Carney a annoncé il y a quelques heures à peine faire marche arrière. Du moins, Ottawa a demandé au CRTC de renoncer aux redevances là, de 5% qu'il voulait imposer aux plateformes américaines comme Netflix, Prime Video, etc. pour financer la culture et les médias d'ici. C'est une décision évidemment qui survient dans le contexte du bras de fer là, entre Ottawa et Washington. Est-ce que c'est un recul qui était nécessaire pour un peu ménager la relation ou est-ce que c'est un abandon qui prive le milieu culturel d'une importante source de financement? Probablement un peu de tout ça. Pour y voir plus clair et pour mieux comprendre, Pierre Bélanger est vice-président aux relations gouvernementales et affaires publiques chez 1603. Bonjour, M. Bélanger. Oui, bonjour. Donc, vous connaissez, j'imagine, bien le dossier. Est-ce qu'on confond pas, là, parce que je vois des gens déchirer leur chemise depuis tout à l'heure, est-ce qu'on confond pas un peu un compromis tactique avec une capitulation? Comment est-ce que vous recadriez un peu ce que vous comprenez là, de l'annonce qui a été faite aujourd'hui? J'avoue que je la comprends pas, dans le sens que je comprenais pas la première décision qui avait été prise d'abandonner cet outil de négociation. Parce que vous savez, normalement, quand on laisse tomber un irritant, c'est parce qu'on est près d'un règlement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est imminent. Alors, une des premières choses qu'a fait M. Carney quand il est venu au pouvoir, c'est ce projet de Trudeau qui, de toute évidence, faisait très mal aux Américains, ou en tout cas embêtait beaucoup d'Américains. Mhm. Il l'enlève. Ça a donné l'impression qu'il dit, oh, peut-être qu'on va avoir une entente bientôt. Non, il n'y a pas eu d'entente. Donc, finalement, on a donné ça pour rien, parce que c'est très dur de revenir après avec un projet de dire, on va retaxer à nouveau. Alors là, il restait quand même une petite menace de 5% qui semble vraiment faire mal, qui semble être un irritant pour le gouvernement américain. Et on l'enlève celle-là aussi. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester à donner pendant la négociation. Comme négociateur, c'est ça que je me demande. Qu'est-ce qui va rester à donner? Ouais. Normalement, on enlève des irritants. C'est un genre d'échange qui se fait lors de la négociation, mais pas avant. C'est quand même intéressant. Là, on parle d'un recul, mais d'une mesure qui était même pas entrée en vigueur encore. Là. Donc, je vous avoue que je suis un peu... Puis c'est drôle parce que, in fine, le Canada, avec les plateformes numériques américaines, bon, je peux pas. J'ai l'impression qu'on s'y prend très mal. Là. Je veux dire, là, je suis depuis, comme vous, connaisseur des médias. Là, depuis quelques années, on peut plus parler de nouvelles sur Facebook, mais franchement, on y est allé de manière un peu frontale. Je veux dire, il y a d'autres pays qui ont recouru à d'autres approches. Je veux dire, puis au final, c'est un peu la démocratie qui a perdu dans tout ça. Est-ce qu'il y aurait pas des façons plus conciliantes, là, si on ignore Donald Trump un instant, là, mais de travailler plus main dans la main avec les plateformes numériques américaines pour arriver à nos fins, de financer la culture, de financer les médias. Y a-t-il un autre sentier qu'on pourrait chercher à emprunter que constamment cette approche de confrontation puis d'imposition de mesures Je législatives? suis certain que oui, parce qu'on le voit, les plateformes numériques, on pensait au début qu'elles allaient, vous savez, être très arrogantes et faire fi de la réalité régionale des régions qu'elles desservent. Mais regardez, de plus en plus, elles mettent du contenu québécois sur leur plateforme, donc il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, c'est pas par bonté pour les Québécois, c'est parce que c'est payant. Donc, moi, je pense qu'il y a un marché, il y a une négociation à faire. C'est pas en s'enlevant de la pression qui coûte Ouais. rien au gouvernement. Parce que ça coûte rien au gouvernement de laisser planer la possibilité, vous savez, d'une taxe. Alors pourquoi l'enlever à ce moment-ci? Pour moi, ça reste un mystère total, à moins qu'on nous cache qu'on est sur le point d'arriver à une entente. Là, à ce moment-là, je dirais, bon, là, je comprendrais. Mais si M. Carney n'arrive pas à une entente rapidement, je vous avoue que moi, ça me laisse complètement sans réponse. C'est le genre de Hmm. négociation-là. Et pour répondre à votre question, oui, il y a du jeu, oui, il y a des manœuvres à faire, et on pourrait être un peu créatif pour arriver à des résultats, il me semble, qui plairaient à tout le monde. Hmm. Est-ce que, bon, le Canada, là, je ne veux pas vous emmener trop sur le terrain de la géopolitique, je voudrais rester sur la question un peu de la culture et des médias, mais on semble quand même pas être dans une position de force actuellement dans la négociation. Il y a plusieurs industries, notamment dans les secteurs manufacturiers, industriels, qui souffrent. Le Québec et l'Ontario sont quand même pas mal affectés. Vous dites, bon, puis j'ai tendance à adhérer à cette thèse qu'on donne des cadeaux sans contrepartie, mais ça reste qu'on n'est pas dans une position très forte actuellement face à cette menace commerciale là, qui est brandie par nos voisins du Sud. Vous savez, avec un intimidateur, on n'est jamais en position de force. Mais c'est rare qu'on réussisse à contenter un intimidateur en faisant des concessions dès le début et en lui montrant justement notre position de faiblesse.
C'est quelque chose qu'on apprend même en droit, je veux dire, en négociation rapidement. C'est une des premières choses qu'on apprend. Donc, écoutez, c'est vrai que c'est pas facile de négocier avec les États-Unis, avec ce super géant qui n'a pas son égal sur la planète. Mais ce qu'on constate, c'est que les grands pays qui devraient lui tenir tête, comme l'Angleterre, comme la France, s'écrasent devant lui. Donc, l'écrasement n'est pas une solution. La négociation et tenir son bout est plutôt, je dirais, porteur dans le genre de négociation avec un individu ou avec un gouvernement comme ça. Et des petits pays tirent plutôt bien leur affaire présentement. Je regarde la Norvège qui s'est pas écrasée. Je regarde plusieurs pays. L'Espagne qui a tenu son bout quand l'Angleterre, pas quand l'Angleterre, mais quand les États-Unis ont demandé de pouvoir utiliser leurs aéroports pour faire la guerre en Iran. Donc, écoutez, moi, je pense qu'il faut se tenir debout. Il faut avoir des arguments. Il faut se garder des armes pour faire une négociation. Et c'est ce que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre. Et c'est vital pour le milieu, notre milieu culturel, qu'on s'entende parce que les plateformes numériques sont là pour rester. Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait une entente viable pour tout le monde. Vous me faites une passe sur la palette parce que justement, je voulais revenir un peu sur cette question-là parce qu'au final, la mesure là, qui était proposée par le CRTC, puis dont on a annulé éventuellement l'entrée en vigueur aujourd'hui, ça cherche à rajouter du financement pour les médias, la culture, cinéma, audiovisuel. Ça en dit quand même long sur l'état de ce secteur-là, là, qui manifestement va pas très bien, ni au Québec, ni au Canada. J'ai l'impression qu'on attend toujours un espèce de sauveur, là, une enveloppe d'argent, qu'elle vienne de ces géants, qu'elle vienne d'Ottawa, ici au Québec, qu'elle vienne évidemment de la SODEC ou d'autres. Je me pose quand même la question, à un moment donné, est-ce qu'il faut pas un peu changer peut-être d'approche en matière d'entreprises audiovisuelles, d'entreprises culturelles? Est-ce qu'on peut continuer à toujours espérer que de nouvelles sommes vont venir un peu nous sauver comme ça? Je pense que tous les acteurs, vous avez raison, sont appelés à se remettre en question, à se renouveler dans leurs approches, à se renouveler dans leur modèle d'affaires. Je pense que écoutez, ça, on peut pas faire comme si de rien n'était. C'est un peu, vous savez, les critiques envers le CRTC, justement, c'est le CRTC est immuable, ne bouge pas, ne prend pas en considération les changements complets de paradigme. Mais les joueurs le savent qu'il faut qu'ils changent leur modèle d'affaires. Je pense qu'ils essayent de le faire, mais il y a besoin pour ça d'entente et puis il y a besoin que tout le monde y trouve son compte. Je pense qu'il y a une place puis un besoin pour tous les joueurs au niveau de la culture et il y a une obligation de s'entendre pour tout le monde. Parce que sinon, on va arriver dans une situation qui va être intenable pour plusieurs, puis il y en a certains qui vont disparaître. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là où il y a peut-être quelque chose d'intéressant parce que, bon, on est une chaîne ici, radio-télé québécoise, puis la culture, la création québécoise est particulière, là, on va se le dire, dans le Canada, peut-être un peu plus protégée, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais comment voyez-vous la différence, là, puis on a vu l'UDA qui a fait une sortie il y a quelques minutes déjà, mais comment voyez-vous les réactions puis les comportements des acteurs dans cet univers-là entre le Canada anglais puis le Québec? Est-ce que l'approche devrait être la même, par exemple, pour d'un côté et d'autre de la frontière? Moi, ce qui me sidère, c'est de constater que le Canada anglais ne se rend pas compte que son identité est encore aussi fragile, sinon plus qu'à la nôtre. Parce que beaucoup de jeunes Canadiens s'identifient aux États-Unis bien plus qu'au Canada anglais, aux émissions canadiennes. Donc, sur ce point-là, moi, je pense que le Canada en entier est interpellé par toute cette question culturelle. Et c'est pas parce qu'on parle anglais qu'on a exactement la même culture. Parler de ça en britannique, puis parler de ça en américain, il va vous l'expliquer. Alors, vous savez, tout ce phénomène-là, on devrait tous ensemble être interpellés pour dire comment on se trouve un modèle d'affaires qui va réussir vraiment à satisfaire tout le monde. Et puis même les plateformes numériques à long terme sont menacées aussi parce que il va y avoir à un moment donné une limite aux gens de payer un abonnement, 5-6 abonnements pour avoir finalement l'ensemble de la couverture télévisuelle qu'ils veulent. Il va y avoir à un moment donné, il va y avoir une limite. Quelle va être cette limite? Quel va être le modèle qui va satisfaire cette limite? On en est là. Puis on est devant une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant. Donc, c'est pour ça aussi que ça rend les choses un peu plus compliquées.
Alors, ça va être intéressant à suivre, mais j'avoue, s'il y a une stratégie au niveau fédéral, j'aimerais bien la découvrir parce que je la sens pas. Oui, effectivement. Puis on a eu d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui une forme de stratégie au niveau du Parti libéral du Québec. C'est une situation assez inédite dans l'histoire du Québec et du Canada que ce qu'on vit. Et je pense qu'on n'est pas le seul pays à être un petit peu abasourdi par le soudain changement de trajectoire des États-Unis d'Amérique. Pierre Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président aux relations gouvernementales et affaires publiques chez 1603. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.